Bonjour Christine. Bonjour Marie-Christine. Aujourd'hui, j'aurais voulu aborder la thématique de la remise en question du narcissique ou du pervers narcissique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, donc le pervers narcissique qui est incapable de remise en question parce qu'il veut maintenir son sentiment de toute puissance. Et donc cette toute puissance lui permet finalement de survivre à des blessures qu'il nie en lui et qui viennent de son passé. Et donc la non-remise en question, c'est finalement de toujours imputer toute la responsabilité à l'autre de ce qui ne va pas et donc de dire à l'autre qu'il est fautif et que c'est à lui de se remettre en question. Est-ce que ce type de profil prend des responsabilités? Non, justement, il ne prend pas la responsabilité de ses besoins. Dans la relation, c'est finalement une incapacité à prendre la responsabilité de ses émotions et de ses besoins puisqu'il les nie. D'accord. Il va prendre plus vite une responsabilité économique, financière, toute autre dimension, mais pas une responsabilité relationnelle. C'est exact? Tout à fait. Donc au niveau de la relation, c'est l'autre qui doit agir pour lui, c'est l'autre qui doit assumer finalement ce qui ne va pas dans la relation. Et même ça a des conséquences au niveau, par exemple, économique, puisque en ne prenant pas ses responsabilités, il peut amener vraiment une faillite même dans une entreprise, puisque c'est la relation avec son équipe, avec ses employés ou avec ses collègues, qui fait que la collaboration amène des résultats. D'accord. Et comment est-ce qu'il s'y prend alors pour faire en sorte que la personne soit presque décervelée et qu'elle prenne toutes les responsabilités à son compte? Donc en fait, il ne prend pas ses responsabilités dans la relation en attaquant l'identité de l'autre, en attaquant par des violences verbales, psychologiques, par exemple le dénigrement, la culpabilisation, les insultes, le chantage, les menaces. Toutes ces violences verbales ou des violences psychologiques l'aident finalement à se déresponsabiliser. Dans les violences psychologiques, on a l'isolement, on a le choix de complice pour finalement dénigrer de façon collective la victime, etc. Oui. Donc il y a aussi cet aspect qu'on ne met pas souvent en avant, la personne ne se rend pas compte parce que c'est sournois, c'est parfois des techniques et des stratégies très perverses qui va faire en sorte que ce ne soit pas visible, que ce soit des menaces, des petites piques envoyées ou des petites remises en question, mais pas la sienne, des remises en question sur la personne qui vont être induites par des techniques bien propres au pervers narcissique, c'est exact? Oui, c'est un dénigrement insidieux qui se fait toujours entre quatre yeux et ce sont des micro-violences, hein. Ce n'est pas une violence vraiment visible devant témoins ou visible avec des preuves, c'est vraiment des micro-violences au quotidien. Est-ce que dans cette forme de lien ou de contact, est-ce qu'il y a réellement encore une possibilité de parler de relation? Et il n'y a pas de relation, il y a... Non, puisque finalement, en niant ses émotions, en niant ses besoins, pour préserver sa toute-puissance, le pervers narcissique se coupe de la relation. Et donc, il refuse même le lien. C'est quelque chose qui représente pour lui un danger, le lien social, parce que dans le lien, on est plongé dans sa vulnérabilité. Si on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à ses émotions, et ça, c'est une menace pour lui parce que ça le remet en contact avec les traumatismes, les blessures qu'il nie en lui, et donc il maintient à tout prix sa toute puissance à travers ses attaques narcissiques. Et au niveau alors de ce type de personnes, lorsqu'on voit des personnes qui sont égocentrées, donc l'autre n'existe pas, il y a vraiment tout qui est mis sur lui-même, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a, sur ce qu'il possède, sans nécessairement avoir une ouverture avec un intérêt pour l'autre personne. Est-ce qu'il y a une technique pour décentrer quelqu'un d'autocentré ou est-ce que c'est une illusion? Alors là, on ne peut pas décentrer un pervers narcissique de lui-même, puisque finalement, c'est une question de survie pour lui d'être centré sur son ego surdimensionné.
ça l'a aidé à survivre. Donc évidemment, quand on est dans un mécanisme de survie, on ne va pas le lâcher comme ça. Et on maintient le pouvoir sur l'autre pour y arriver à travers des attaques de l'identité de l'autre. Et donc le pervers narcissique est incapable d'être en lien puisqu'il ne peut pas être en lien avec lui-même, avec son intériorité, être en empathie avec la partie émotionnelle en lui, qu'on appelle aussi l'enfant intérieur. Et en n'étant pas en empathie avec lui-même, il n'est pas capable d'empathie pour l'autre. C'est une croyance finalement qu'il a de l'empathie. Lui, il est égocentré, il est dépourvu d'empathie. C'est ça. Maintenant, j'entends dans certains accompagnements des parents qui ont décidé d'élever leur enfant sans empathie. De toute façon, ça ne me sert à rien. Donc le mot ça ne me sert à rien, est-ce que tu pourrais expliquer quel type de personnalité on a en face quand on entend ce type de discours? Oui, mais oui, c'est intéressant d'analyser le discours, de prendre du recul par rapport à ce que l'autre dit au niveau du discours. Vraiment, le mot ne sert à rien indique qu'il y a instrumentalisation de l'autre. Hein. L'autre, à ce moment-là, sert à quelque chose, il est un ustensile, il n'est pas une personne dont on tient compte au niveau émotionnel, au niveau de ses besoins, au niveau de ses valeurs. Et donc c'est un discours qui sert une volonté de prédation. Donc ça c'est quelque chose qui est un signal d'alarme quand on entend des mots comme ça ou des attitudes qui ressemblent à ça. Donc il a besoin d'avoir ses figurants, comme on le disait dans l'autre cassette. Et les figurants ont juste comme objectif de montrer qu'il est dans une appartenance et de mieux parler de lui et mieux s'exprimer dans sa grandiosité, dans son égocentrisme, dans sa façon de se mettre en avant. Et les autres ne sont là que des spectateurs finalement qui écoutent très souvent ces personnes. Là, vous allez pouvoir remarquer qu'il n'y a pas une dimension d'ouverture, mais qu'il y a une fermeture sur ces types de personnes égocentrées, perverses narcissiques. Maintenant, toute personne égocentrée n'est pas perverse narcissique. Non, non, bien sûr, dans la perversion narcissique, il y a vraiment une volonté de détruire et de jouir de la destruction de l'autre et une toute-puissance, quels que soient finalement les interlocuteurs. Le pervers narcissique, il se maintient 100% continuellement dans la toute-puissance, par exemple, contrairement au narcissique qui va se sentir inférieur par rapport aux gens qu'il admire, qu'il considère comme supérieurs à lui, alors que par rapport aux gens qu'il considère comme inférieurs, là, il va être dans le mépris. Et donc, quand il est dans ce sentiment d'infériorité, il y a de l'anxiété, il peut y avoir des idées négatives sur soi, ce qui n'est jamais présent chez un pervers narcissique. Il est constamment dans la toute-puissance, il se prend pour Dieu, il est dans vraiment le désir de détruire l'identité de l'autre pour maintenir cet ego surdimensionné et destructeur. Et ça s'accompagne d'un désir de vengeance, une hostilité. C'est la dimension perverse de sa personnalité qui n'est pas présente chez le narcissique. Hein. Il n'y a pas cette intention de détruire systématiquement l'autre par ce désir de vengeance. Hein. Qu'il projette souvent sur les victimes. Donc la victime qui voudrait se venger va perdre une énergie parce qu'elle est dans son processus à ce moment-là. Oui, c'est ça. Hein. Donc finalement, la victime accumule la violence en elle si elle ne se protège pas. Elle accumule colère, hostilité, et finalement, elle peut très bien ne plus se reconnaître parce que, à force d'accumuler de la violence, à un moment donné, elle a le désir de vengeance qui vient, et c'est finalement quelque chose qui appartient aussi au pervers narcissique, parce que le pervers narcissique est motivé par le désir de vengeance, c'est son moteur par rapport aux abus qu'il a subis dans son enfance. Hein. Donc, et d'ailleurs, c'est vrai pour l'hostilité, la colère, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour la jalousie. Il va projeter son envie, sa jalousie en l'autre et utiliser des mécanismes relationnels qui vont rendre l'autre jaloux alors qu'il n'avait jamais été jaloux. Il va projeter sa tristesse en l'autre. Donc c'est plutôt, on va même dire que c'est une expulsion, une injection des émotions qu'il nie en lui et que finalement la victime ressent à sa place.
Donc la victime, si elle a fait un tout petit écart de conduite, se sentira tout de suite coupable, alors que l'écart de conduite énorme à côté de ça appartient à la personne qui est perverse narcissique. Oui, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de harcèlement également sur les personnes soit égocentrées, qui ne se remettent pas en question, qui sont perverses, qui sont manipulatrices? Il y a ce problème de harcèlement souvent reconnu. Oui, le harcèlement, donc c'est une atteinte récurrente finalement à l'identité de l'autre, à sa dignité, à travers des violences psychologiques, hein, donc qui sont de plus en plus intenses avec le temps. Et donc, ce harcèlement, on le retrouve évidemment chez les narcissiques et les pervers narcissiques, puisque si l'autre menace d'une quelconque façon de lui faire de l'ombre, eh bien, le pervers narcissique va mettre en place un processus de harcèlement, que ce soit à travers des violences verbales, psychologiques, mais aussi la manipulation de l'entourage qui va servir de complice. Ça peut être l'isolement, privation d'informations, privation d'outils de travail, et donc finalement porter atteinte à la dignité de l'autre qui finalement n'est plus capable de travailler. Et donc ça c'est vraiment grave. On le voit également dans le milieu scolaire, des enfants qui vont utiliser par exemple la photo d'une amie, soi-disant amie de classe, où on va commencer à faire tous des petites piques ou bien du harcèlement, disons-le comme c'est. Et un parent qui ne prendra absolument pas la défense d'un comportement totalement toxique, mais qui va préserver son enfant en prenant presque en défaut la personne qui est sensible à toutes ces attaques, ces pics. Et là, effectivement, ça démontre le mécanisme transgénérationnel de l'enfant, du parent. Donc, inévitablement, si l'enfant agit comme ça, c'est qu'il l'a appris dans son milieu et qu'il le reproduit dans le cadre scolaire. Exactement. Exact, hein. Oui, c'est ça. Un enfant n'est pas naturellement comme ça, évidemment. Donc, l'enfant, il grandit par un processus d'imitation, hein, d'identification. Et donc, si l'enfant est dans un comportement harcelant, il va évidemment se faire des complices. Il y a souvent une bande autour d'un enfant qui a des mécanismes pervers et narcissiques. Et donc, c'est cette bande qui est utilisée par l'enfant pour harceler un autre enfant. Mais finalement, l'enfant n'a fait que reproduire des choses qu'il a vécues dans son environnement familial, ou qui sont finalement des comportements qui sont la résultante d'agressions qu'il a vécues dans son passé, et sur lesquelles il n'a pas été mis de mots, par rapport auxquels il n'a pas été réconforté, il n'a pas été entendu, et donc il entre alors dans des mécanismes de défense, de survie, combattre, et combattre, ça peut être harceler. Et à la dimension plus ample, c'est-à-dire que l'enfant qui aura harcelé son ami d'école, on va se rendre compte que quelque part, elle met la zizanie dans le milieu, et que le parent pourrait effectivement mettre la zizanie dans le milieu des parents qui pourraient se confronter justement à cette problématique pour essayer de pointer finalement les attitudes, les comportements qui ne sont pas du tout sociaux, qui ne sont pas respectueux. Et au-delà de ça, le parent pourrait encore prendre la défense de son enfant, stipulant que c'est l'autre qui est trop sensible. Donc là, on voit effectivement le mécanisme transgénérationnel de manière très frappante. Et il vaut mieux couper toute relation avec ce genre de personnes qui ne se remettent pas en question. C'est une perte d'énergie. Hein. Oui, et même alors changer l'enfant d'école plutôt que de l'exposer à ce harcèlement, si l'enfant n'est protégé ni par finalement les parents, ni par les instituteurs, par la direction. Ça peut vraiment détruire fortement psychologiquement un enfant. Oui, l'estime de soi. Hein, donc, l'estime de soi, confiance en soi, les oui. résultats scolaires peuvent s'en suivre finalement. C'est ça. Hein. Donc bien repérer ce type de mécanisme dans le milieu enfant-adulte. Et il y a une instrumentalisation. Dans quel but alors penses-tu que cette soi-disant amie pourrait... elle l'instrumentalise pour se sentir supérieure. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'enfant qui est harcelé, finalement, il permet à l'autre enfant de se revaloriser,
hein, de se sentir supérieur, et donc c'est des rapports de pouvoir. Hein. Donc aucune prise de responsabilité finalement par rapport à des comportements dysfonctionnels, antisociaux finalement, avec un manque d'empathie terrible. Donc l'empathie, on le sait que c'est le terreau d'une relation, et que sans empathie, c'est une utilisation de l'autre pour les ressources. C'est ça, hein. Oui, oui, l'empathie est vraiment la base du lien social. C'est par la perception de l'émotion de l'autre et de ma propre émotion que je peux me mettre en lien avec l'autre. Et donc l'empathie est le terreau de notre humanité. Et aujourd'hui, dans une société qui nie l'empathie ou qui la dévalorise, ben, on est en voie de déshumanisation. Donc là, c'est très interpellant, et c'est vraiment important de revaloriser l'empathie si on veut garder, préserver notre humanité. Les pays nordiques l'ont bien compris, donc l'empathie, il y a des cours qui sont donnés à l'école dans notre culture qui est effectivement dysfonctionnelle au niveau de ce narcissisme de plus en plus grandiose. C'est de pouvoir s'offrir cette empathie à soi-même, de ne pas essayer de réchauffer l'atmosphère avec quelqu'un qui est fermé, qui est froid, parce qu'il n'en veut pas de cette empathie. Donc l'empathie commence par soi-même, et il y a cette notion de l'empathie qu'on pense que c'est tout pour l'autre. Donc ça, c'est un déséquilibre, c'est un trop d'empathie. L'empathie est quelque chose, c'est une caractéristique humaine qui permet de pouvoir ressentir et pouvoir effectivement ressentir chez l'autre. Donc il y a une confusion, c'est pas tout dans un sens, quoi. Oui, donc si on a affaire évidemment à quelqu'un qui est dans la prédation, dans la destruction, c'est très important de réorienter son empathie sur soi, et donc d'écouter son ressenti, d'écouter ses besoins, et donc de poser ses limites pour pouvoir se protéger, parce que le prédateur, il nie l'empathie et il ne veut pas être aidé, contrairement aux personnes très empathiques qui croient qu'elles peuvent aider tout le monde. Hein. Donc ça, c'est important à ce moment-là de réorienter l'empathie sur soi. Et aussi une dimension qui est très importante à pouvoir percevoir, la différence entre la manipulation et l'influence. Bien souvent, on entend des personnes qui disent « j'ai été influencée ». C'est pas influencé qu'elles ont été, c'est manipulé. Je le prends également dans les techniques de marketing pour vendre un produit, pour vendre un service. Des personnes qui sont face à ce genre de comportement, d'attitude, de manipulation ou peut-être de perversion, même, je ne sais pas, tu vas me le confirmer. Elles vont faire un décervelage de la personne, si bien qu'elle ne sait plus raisonner, avoir suffisamment de recul et de discernement, et elle va entrer finalement dans un achat qu'elle n'aurait pas fait si elle avait pu avoir ce recul et s'il n'y avait pas eu cette privation psychique. Est-ce qu'on peut parler de perversion dans ce genre d'attitude, ou c'est simplement de la manipulation qui peut quand même être un abus de pouvoir manifeste? Ah oui. Donc l'influence, ben là c'est quelque chose de tout à fait commun, qui est omniprésent dans la relation entre les gens, dans un sens tout à fait sain. C'est-à-dire que ben, voilà, il y a, dans l'échange émotionnel, dans l'échange de pensée, ben, il y a automatiquement une influence qui n'a pas de dimension négative. Par contre, dans la manipulation, ben là on passe à un autre niveau, c'est qu'on veut utiliser l'autre ponctuellement, et là on met l'autre sous pression par des techniques de manipulation, et cette mise sous pression, ben, elle va se traduire par exemple par la culpabilisation, le chantage, enfin des techniques qui sont intentionnelles, mais qui sont ponctuelles. Par contre, si maintenant c'est quelque chose de récurrent et qui alterne avec de la séduction, là on entre dans la mise sous emprise, et la mise sous emprise là est quelque chose de tout à fait pervers. Oui, la séduction là. Oui, ouais. donc il y a non seulement la séduction, mais il y a la destruction en alternance dans l'emprise, et donc là le but du pervers, enfin du pervers narcissique ou du pervers de caractère, finalement c'est le même. Enfin, c'est le même processus de homme-femme. Hein, c'est finalement de dominer, exploiter, détruire. Et donc là, il y a une jouissance même à détruire, à voir l'autre tomber dans la déchéance, une jouissance à sentir jusqu'où le pervers peut aller dans cette destructivité, sans perdre sa proie.
tout ça est plus dans le registre de la perversion, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus sociopathique, hein. Il y a vraiment une hostilité derrière, ce qu'il n'y en a pas, c'est pas présent nécessairement dans la manipulation, il n'y a pas non plus d'instrumentalisation, hein. L'instrumentalisation, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent chez le pervers ou le pervers narcissique, tandis que chez quelqu'un qui manipule ponctuellement, bah, voilà, il n'y a pas nécessairement d'instrumentalisation. Donc, dans la dimension de je suis influencé, l'influence est quelque chose de mutuel. Donc, il y a finalement cet équilibre. Voilà. Donc, l'influence permet aussi d'avoir une prise de recul suffisante pour se poser la question, est-ce que ce produit m'intéresse, est-ce que ce produit ne m'intéresse pas? Il y a cette prise de recul, tandis que dans la manipulation, là, effectivement, il y a un décervelage qui va faire qu'il y a une privation de raisonnement, décervelage de la personne, et elle va rentrer dans ce processus de manipulation perverse, alors que si elle avait eu un peu de temps de réflexion ou suffisamment de recul, en tous les cas qu'on aurait permis à la personne de prendre le temps de raisonner, elle n'aurait pas agi ainsi. Donc là, on voit effectivement que c'est des techniques de plus en plus courantes. Oui, de prise de pouvoir. De prise de pouvoir. Donc dans la prise de pouvoir, il y a un élément important, c'est qu'on ne laisse pas le temps à l'autre, ni l'espace nécessaire pour la réflexion. Et donc là, s'il n'y a pas de possibilité de réflexion, on entre dans une dimension de manipulation, et là, c'est au détriment de celui qui est manipulé. Là, c'est plus de l'influence, c'est vraiment de la manipulation. C'est sournois parce qu'il y a la formule c'est pour ton bien. Oui, c'est soi-disant pour vous qu'on le fait, ouais. Alors que quelque part c'est pour son profit personnel qui est relayé là derrière. Et il y a aussi cette forme de gaslighting, comme on explique. Est-ce que tu pourrais, parce qu'on utilise de plus en plus ce mot anglais, est-ce que tu pourrais l'expliquer dans le mécanisme de vente, ou dans le mécanisme de service, ou dans le mécanisme scolaire, enfin, tout ce qui est relationnel, relation de couple, relation scolaire à l'école, dans les élèves ou professeurs. Oui, donc le gaslighting, c'est rendre l'autre confus, hein. Donc le mécanisme de confusion, avant on utilisait plus souvent message paradoxal, hein. Donc c'est finalement dire une chose, dire le contraire en alternance, dire une chose, faire le contraire. Donc par exemple, voilà, je pense à une maman qui me disait que voilà, elle était dénigrée comme mauvaise mère, et pourtant le père lui donnait toute la responsabilité de s'occuper de l'enfant. Donc là, il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Il y a une contradiction entre ce que son ex-partenaire disait et ce qu'il faisait. Donc là, ça rend confus, parce que finalement, est-ce qu'elle est vraiment une mauvaise mère si l'autre lui donne toute la responsabilité de s'occuper de l'enfant? Oui, il ne prend pas ce rôle, il ne prend pas ses responsabilités, voilà. Et il laisse porter finalement responsabilité et rôle à une seule personne. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très, très confusionnant, et la confusion est créée volontairement par un manipulateur pour finalement empêcher l'autre de penser, d'analyser, de prendre du recul, et donc entrer dans son esprit et diriger la personne, finalement diriger sa vie. Et qu'elle n'aurait pas fait si elle avait pu pouvoir avoir cette dimension personnelle de recul et de raisonnement. C'est ça, hein, oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et les commentaires que vous désirez, ou les questions. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir Christine. Au revoir Marie-Christine.